Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Roussel, conseiller des Français de l'étranger au Japon. Alors, à ne pas confondre avec son homonyme qui est également homme politique rattaché à la Dordogne. Bonjour François. Bonjour Gaël, merci de votre invitation. Je vous en prie, merci de nous faire le plaisir d'y répondre justement. Alors, sans plus attendre, on va commencer tout de suite à vous présenter. Vous êtes né en 1962. Et dès 1987, vous êtes volontaire du service national à l'Institut français. Donc pendant 2 ans, vous êtes au Japon, où vous rencontrez votre épouse japonaise, avec laquelle vous aurez deux enfants franco-japonais, qui feront d'ailleurs leur scolarité au lycée français international de Tokyo. Alors d'abord, pourquoi le Japon à 25 ans? Pourquoi ce choix de pays? Ah, c'est une excellente question, j'ai pas choisi. Quand on était volontaire du service national, c'est l'équivalent du service militaire et c'est la coopération. Et en fait, sauf à avoir des connexions, des oncles, des je ne sais quoi bien placés, c'est le hasard qui détermine l'endroit où on est envoyé. Et même, je dirais même plus, il y a une règle qu'on nous avait expliquée, si on refuse notre affectation, on est envoyé au service militaire d'office. Et donc on m'a envoyé, un jour on m'a dit ça sera Fukuoka et j'ai dit eh ben j'en suis ravi, j'y vais. C'est même un petit peu plus long que ça. Mais... Au terme de ces 2 ans, donc vous revenez en France, où vous passerez 7 ans, donc entre 1989 et 1996, et vous serez prof d'histoire géo au collège en Seine-Saint-Denis, jusqu'à votre futur retour au Japon en 96. Pendant ces 7 ans, est-ce que le Japon vous manque? Comment vous vivez cette relation où vous revenez après ces quelques années, ces premières années passées au Japon? Oui, totalement. C'est-à-dire que j'ai décidé d'apprendre le japonais. Je me suis inscrit à l'université pour apprendre le japonais pendant que je travaillais à plein temps comme prof d'histoire géo au collège. Donc comme je vous ai dit, je suis arrivé au Japon par hasard, on va dire. Et très vite, mon séjour au Japon a fait que j'ai aimé ce pays. D'abord, j'ai aimé la langue, ou plus précisément, j'ai aimé le fait d'être capable d'apprendre un peu une langue étrangère, et donc j'ai voulu poursuivre l'expérience, et tout en enseignant, je me suis inscrit en japonais, j'ai passé la licence, la maîtrise. Donc oui, j'étais à ce moment-là très désireux de connaître la langue japonaise et très désireux aussi de recommencer à enseigner le français à des Japonais, parce que c'était ma première expérience d'enseignement de ma vie, à Fukuoka, à l'Institut français. Et ça sera, pour le reste de ma vie, c'est un petit peu comment dire, le germe ou le modèle ou la référence de toute mon activité d'enseignant. Tout ça, c'est né à à l'Institut français à Fukuoka. Donc en 96, vous retournez au Japon. Vous êtes alors boursier du gouvernement japonais pour votre DEA d'études japonaises. Et vous êtes enseignant pendant 13 ans à l'Université des langues étrangères de Tokyo. Depuis 2011, vous êtes maître de conférence à l'université Daito Bunka de Tokyo. Donc on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, à la fois sur les campus de Saitama et d'Itabashi. Et vous êtes le premier Français recruté sur ce poste à l'époque. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Combien de fois, combien d'heures vous donnez de cours en fait par semaine à l'université Daito Bunka? Je précise, je ne sais pas si c'est utile, mais depuis 2 ans maintenant, on m'a accordé le grade suivant, c'est-à-dire que mon grade actuel, ça s'appelle professeur. Donc, si on présente mon activité actuelle, ce serait celle-là. Le nombre de cours, les cours durent 90 minutes, 1 heure et demie, et en principe, il y en a 6. Souvent, il peut y en avoir un de plus. Cette année, c'est plutôt 6. Et en plus, je participe au cursus comment dit-on en français? Au cursus de master et doctorat. Donc de ce côté-là aussi, j'ai 2 cours par semaine. Donc ça fait 8 fois 1 heure et demie, on va dire. D'accord. Quelles sont les matières que vous enseignez? Un peu plus de la moitié des cours sont des cours de français langue étrangère dans ce genre de faculté. Donc c'est une faculté des langues étrangères. Quand on est recruté comme personne d'une certaine langue, on est recruté d'abord pour enseigner cette langue. Donc la moitié des cours, je dirais, sont des cours de langue étrangère. Et la moitié des cours sont des cours de civilisation, de type civilisation. Alors il y a par exemple un cours où je présente
l'histoire, la géographie, la société actuelle française. Il y a un cours, mon séminaire, c'est un séminaire de ce qu'on appelle ici Gender Studies, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéressait et que j'ai vu que ça intéressait aussi beaucoup les étudiants, et on peut faire des comparaisons entre la France et le Japon. Et ce sont des cours où j'utilise beaucoup la langue japonaise, je voulais préciser, parce que euh, les cours de civilisation, les cours d'histoire, je dois les faire en japonais dans l'université où j'enseigne actuellement. D'accord. En 2017, vous devenez chevalier de l'Ordre national du mérite, et depuis 2018, vous êtes conseiller des Français de l'étranger. Et puis, on en parlait justement récemment, depuis juin, vous êtes également président du conseil consulaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce rôle, en quoi ça consiste? Donc c'est l'équivalent des élus locaux pour les Français de l'étranger. Les élus locaux pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire des élus dans chaque pays du monde ou presque, ça n'existe que depuis 2014. Donc c'est une création, une nouvelle création par une loi de 2013. Jusque-là, il existait des représentants par grande région du monde. Il y a une assemblée des Français de l'étranger qui avait des circonscriptions. On est dans notre circonscription, on avait des gens élus depuis la Mongolie jusqu'à Taïwan, le Japon, la Chine. Et donc, on n'était pas certain d'avoir des élus dans chaque pays. Et la ministre chargée des Français de l'étranger en 2013, Madame Hélène Conway-Mouret, a pensé que ça serait bien que les gens puissent avoir des référents, des personnes à qui s'adresser et des représentants dans chaque pays. Alors, quelquefois, il y a des pays qui sont liés entre eux, mais globalement, c'est dans chaque pays. Selon la population française dans ce pays, il y a entre 1 et, sauf erreur, 7 conseillers des Français de l'étranger qui forment le conseil consulaire. C'est une sorte de, c'est une sorte de petit, on pourrait peut-être dire conseil municipal, mais avec une énorme différence avec les élus locaux en France, c'est que les élus locaux à l'étranger n'ont pas de budget, n'ont pas de décision réelle. Tout leur rôle est consultatif. Toutes les réunions auxquelles on participe, on a droit à la parole, on a droit de faire des propositions, mais il n'y a aucune décision définitive qui est prise au niveau des conseils consulaires, même le conseil consulaire des bourses scolaires ou de l'aide sociale. On propose une aide en fonction de critères très précis qui sont déterminés par l'État et qui sont les mêmes dans le monde entier. On a une petite marge de manœuvre de discussion, mais nos décisions de conseil consulaire ne sont toujours que d'ordre consultatif. Et c'est l'État qui, en dernière instance, prend la décision. Donc c'est une énorme différence. Les conseils consulaires, les communautés de Français à l'étranger ne sont pas des collectivités locales. C'est une forme de représentation un peu particulière. Il y a un seul point pour lequel on a le même pouvoir ou oui, le même pouvoir qu'un élu local en France, c'est que nous sommes les grands électeurs des sénateurs des Français établis hors de France. Donc pour le choix des 12 sénateurs des Français établis hors de France, nous sommes électeurs, donc nous avons une fois tous les 3 ans, puisque le Sénat est renouvelé par moitié, une fois tous les 3 ans, on va à l'ambassade, il y a une urne et on vote. Et là, ce n'est pas consultatif, c'est vraiment nous, les 442 conseillers des Français de l'étranger, plus des délégués qui sont élus dans les pays où il y a la plus grande population française, plus les députés des Français de l'étranger, qui sont les électeurs des sénateurs. Là, j'ai fait vraiment une généralité. Après, très concrètement, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est les conseillers consulaires qui s'appellent conseillers des Français de l'étranger depuis 2021. Concrètement, quoi? De par la loi, concrètement, il y a des conseils consulaires qui se réunissent régulièrement au sein de l'ambassade, qui sont présidés par le président du conseil consulaire depuis 2021, avec la présence de l'ambassadeur, et la présence du consul, la présence, selon les cas, d'autres personnes qui ont un rôle à jouer selon les thèmes abordés. Les conseils consulaires obligatoires sont les conseils consulaires des bourses scolaires, qui attribuent les bourses scolaires pour les établissements français. Au Japon, c'est à Tokyo et à Kyoto. Il y a le conseil consulaire de l'action et de la protection sociale,
qui attribue des aides sociales, euh, aussi bien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je répète, aussi bien pour les bourses scolaires que pour l'aide sociale, les critères sont extrêmement cadrés. Les gens remplissent des dossiers où ils donnent des données très très précises sur leur situation. Et en principe, le cadre donné par l'administration détermine quasi automatiquement l'aide qui doit être attribuée, mais notre rôle est un rôle, il y a toujours une marge de manœuvre, c'est-à-dire on peut connaître précisément la situation d'une famille ou connaître euh, quelque chose de particulier qui fait que on peut légèrement pousser un dossier, légèrement quelquefois augmenter, mais c'est de l'ordre, c'est pas la décision, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est vraiment de l'ordre de la nuance. Il y a un conseil consulaire qui s'appelle STAFF. STAFF, c'est la subvention de soutien aux associations françaises établies à l'étranger. Chaque année, les associations françaises peuvent faire une demande de subvention et nous, en conseil consulaire, étudions les dossiers et faisons une recommandation d'attribution ou pas de subvention à telle ou telle association. Il y a un autre conseil consulaire qui est le conseil consulaire pour les OLES. OLES, c'est Organisme local d'entraide et de solidarité. On a une association comme ça au Japon qui aide les Françaises et les Français en situation d'urgence ou de détresse au Japon. Euh, c'est un conseil consulaire chaque année qui donne son avis pour dire si l'OLES devrait ou pas avoir une subvention. Donc, en général, comme l'OLES Japon fait très bien son travail et a énormément de besoins, on demande une subvention et euh, de mémoire, plus d'une fois sur deux, elle n'est pas accordée parce qu'il n'y a pas le budget. Mais c'est pour vous dire qu'on nous demande notre avis. Il y a pas mal de cas où on nous demande notre avis. Et puis, c'est pas un avis c'est pas un avis qui compte autant que si on était un conseil municipal ou un conseil départemental ou régional. Il y a un autre conseil consulaire qui s'appelle le conseil consulaire de bilan, mais qui est plutôt pour mieux connaître la communauté française au Japon. On peut poser des questions sur la population, les entreprises françaises au Japon, et c'est surtout l'ambassade et le consulat qui font un exposé sur les données qui sont en leur possession. J'ai l'impression que j'en oublie un, mais je reviendrai après peut-être. Il existait un conseil consulaire sur l'emploi, où on essayait de voir comment on peut aider les Français à trouver des emplois ou à connaître mieux leurs droits par rapport au travail au Japon. Et puis, on peut inventer des conseils consulaires. Je sais que nous préparons actuellement la demande d'un conseil consulaire sur l'éducation, mais qui ne parle pas des bourses scolaires, mais qui parle de toute l'offre d'éducation en français ou française pour les enfants français au Japon, parce que on sait qu'une partie, bien sûr, des enfants français ne peuvent pas aller à l'école française, qu'il n'existe qu'à Kyoto et à Tokyo. Donc la question est de savoir que peut-on faire pour eux. Et le rôle d'un conseil consulaire, c'est pas de décréter des choses, mais ça peut être éventuellement d'inviter tous les organismes ou les personnes qui ont un rôle à jouer, de les faire parler entre eux, entre elles, et d'essayer d'aboutir éventuellement à construire quelque chose à partir de ça. Et ensuite, on a des fonctions qui sont aussi officielles, mais qui ne sont pas le conseil consulaire. Nous sommes invités à tous les conseils d'établissement et aux conseils d'administration du lycée français de Tokyo et du lycée français de Kyoto. Ce sont 3, 4, 5, 6. Au lycée de Kyoto, on fait partie aussi d'une instance qui s'appelle l'Assemblée des conseillers. Donc ça correspond à peu près à Tokyo, on va dire une petite dizaine de réunions chaque année. À Kyoto, au moins 4 ou 5, où nous sommes invités à assister, à participer à la réunion et à donner notre opinion si on en a, sans participer en général aux décisions de façon délibérative. Mais on a un réel rôle parce que comme on participe à titre d'élu, à titre de représentant de la communauté française, si on prend la parole sur un sujet, si on défend tel ou tel dossier de façon structurée, rationnelle et diplomatique, en général, on peut être écouté et on peut avoir des résultats, même si on n'a pas formellement un droit de décision dans ces instances-là. Ça, ce sont les réunions officielles. Après,
plus de la moitié du travail, je dis travail entre guillemets parce que c'est une occupation bénévole, où l'on reçoit une indemnité qui permet de contrebalancer les frais de transport. Je sais que depuis que je suis conseiller consulaire et conseiller des Français de l'étranger, j'ai jamais pris autant de taxi de ma vie parce que pour sortir de l'université, sortir d'un cours et arriver à l'heure à une réunion qui est à l'autre bout de la ville, à l'ambassade, une heure après, je dois souvent conjuguer le train et le taxi. Et puis quand on est invité à Kyoto, bien sûr, on nous propose toujours de participer en visioconférence, mais il est beaucoup plus utile et beaucoup plus humain et beaucoup plus efficace pour les échanges d'être là en personne sur place. Et donc, ça fait des frais. Au début, j'y allais en bus, mais je me suis aperçu qu'à mon âge, non, ça va pas. Et donc, je prends le Shinkansen et ça coûte cher. Et donc, on reçoit une certaine indemnité pour contrebalancer ces frais. Et je peux dire on ne s'enrichit pas avec ça. Ce qui me permet de vivre, c'est mon travail et uniquement mon travail. Plus de la moitié du temps qu'on passe en fait à cette fonction, c'est pour répondre à des questions qu'on nous pose, parce que de par notre rôle, la façon dont on a été élu, on joue le rôle d'intermédiaire, on va dire, entre les citoyens français qui sont au Japon et l'ambassade, quand il y a uniquement dans les cas où quand il y a un bug, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou que les gens il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ou une information qu'on ne sait pas chercher, ou ça peut arriver parfois qu'on envoie un mail à l'ambassade ou au consulat et on a l'impression que la réponse tarde trop. Donc les gens savent que s'ils passent par notre intermédiaire, d'abord on a souvent la réponse aux questions qui sont posées parce qu'on a, à force, sur le temps, on a appris beaucoup de choses et je sais que quand on me demande des conseils ou des renseignements, 9 fois sur 10, je peux orienter correctement les personnes. Et puis, quand on a quelque chose à dire à l'ambassade, à faire valoir, un problème particulier, on sait qu'en passant par nous, nous allons représenter, nous allons servir de porte-parole, de porte-voix, et soit en réunion de conseil consulaire, soit directement par mail, par téléphone ou par rendez-vous, on peut aller présenter des points à améliorer ou directement à l'ambassade et au consulat. Quand les problèmes ou les questions posées sont trop difficiles et dépassent le ressort des conseillers des Français de l'étranger et le ressort de l'ambassade, comme nous sommes des élus, comme quelquefois nous appartenons, pas tous, mais nous appartenons à des partis politiques, et comme nous sommes des électeurs de sénateurs, nous avons des relations particulières avec certains parlementaires qui peuvent être le député ou la députée de la circonscription, mais aussi des sénatrices et sénateurs des Français établis hors de France. Donc je sais que quand il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, ou quand il y a un dossier particulièrement difficile, ça peut être des histoires de retraite, ça peut être des histoires de nationalité, ça peut être des histoires d'état civil. Quand il y a quelque chose qui est coincé, dont on ne trouve pas la solution, et que la solution ne se trouve pas à l'ambassade, on est en contact direct avec les parlementaires des Français établis hors de France, et régulièrement on leur soumet des cas, et ils interviennent pour essayer d'améliorer, de résoudre un problème. Et donc, je dirais que du point de vue du temps, 80 ou 90% du temps d'un conseiller des Français de l'étranger est passé à répondre à des questions. En fait, là, je me rends compte ces jours-ci, mais c'est assez banal, mais ces jours-ci, c'est une question. Même quand c'est une question par jour, si c'est une question compliquée, je passe je sais pas, je ne chronomètre pas, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est probablement au moins 1 heure par jour à répondre à des questions. Et au moins une question par jour, mais ça peut être deux, trois. C'était terrible. Là où c'était vraiment la folie, c'était à l'époque de la crise sanitaire, où là c'était 24 heures sur 24 parce que c'était la panique générale et où il y avait les règles que le Japon posait pour les étrangers qui changeaient régulièrement. Il y avait la question du vaccin. Il y avait là, ça a été particulièrement éprouvant et on a senti qu'on avait une utilité. Enfin, moi, je sais que
Là me revient un exemple d'une personne qui m'a téléphoné, c'était au tout début, c'est peut-être en mars et en avril, une personne qui était de passage au Japon, en fait, mais qui m'appelait parce qu'elle pensait avoir le Covid et elle craignait, elle avait très peur. Et oui, j'ai passé pas mal de temps au téléphone et ensuite je l'ai orienté vers un hôpital ou je lui ai expliqué la façon de faire. Donc ça, pourquoi je dis ça tout d'un coup? Ah oui, parce que en 2020 et première moitié 2021, c'était particulièrement intense, mais même en période ordinaire, ça reste très régulier et très intense, et c'est à ça qu'on sert. Enfin, je pense que on sert à quelque chose si on peut être utile aux gens, et dans tous ces cas qui sont des cas particuliers, donc ça se voit pas du tout, c'est du travail de l'ombre totalement. Je vais pas m'amuser à dire ce matin j'ai donné conseil à machine sur son divorce, parce que c'est souvent des histoires tout à fait intimes, hein, c'est la vie, et c'est des choses où euh, Monsieur Machin, c'était compliqué pour réussir à ouvrir ses droits à la retraite et on a dû l'aider et j'ai passé tant d'heures avec. C'est pas du tout des choses qu'on peut raconter. Donc quelquefois, je me demande. Ouais, vous avez posé une bonne question parce que quelquefois je me demande comment on pourrait faire pour. Si, il faudrait passer, mais ça demanderait encore des heures que j'ai pas. Il faudrait peut-être écrire un espèce de journal qui présenterait en anonymisant les choses, ce qu'on fait. Quelquefois, ça relève du travail qu'on attribuerait à alors, je sais pas pourquoi on dit toujours ce mot au féminin, assistante sociale, c'est assistant social, on pourrait dire au masculin aussi. Quelquefois, il y a des cas qu'on suit longtemps. Bien sûr, on oriente quand il y a un problème difficile, délicat, financier, juridique, on oriente systématiquement les gens vers l'OLES, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on pourra reparler après. Mais quand on connaît soi-même les réponses aux questions et qu'on a des conseils précis à donner, ça peut arriver enfin, je donne l'adresse de l'OLES, je demande aux gens de s'adresser à l'OLES, je donne les adresses d'avocats éventuellement, ou d'associations qui pourraient aider, mais je ne peux pas m'empêcher de donner aussi les informations que je connais. Donc ça fait quelquefois des échanges qui sont nombreux et qui durent longtemps dans le temps avec quelquefois les mêmes personnes. Oui. Alors, vous avez encore passé du temps à répondre à des questions, j'en suis désolé. Peut-être que c'est plus facile dans ce podcast, mais j'en ai encore quelques-unes. Allez-y, pas de Vous souci, avez j'aime vous-même bien. posé une question pendant votre réponse. Oui, la question est vaste, la question peut paraître aussi basique, mais je pense que c'est important que vous puissiez expliquer justement comme ça en détail, en profondeur, quel est votre rôle, parce que tout le monde ne connaît pas bien ce rôle justement de conseiller des Français à l'étranger, donc c'était très éclairant à ce titre. Je voulais vous demander d'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé votre engagement politique, citoyen, et en particulier au Japon? C'est une bonne question. Je pense que, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question, c'est la vie. Moi, j'ai jamais été, ça dépend les caractères. Moi, j'ai pas un caractère qui se fixe des objectifs à long terme et qui dit je veux faire ça. Mais quand je réfléchis, je sais que depuis, mais c'était très diffus, mais quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, comme j'étais très concentré sur mes études, j'ai jamais fait de politique en France, j'ai jamais appartenu à un parti en France et j'ai manifesté plusieurs fois, mais j'ai jamais fait ça de façon un peu systématique ou vraiment sérieuse. Ça m'est arrivé à certaines élections de coller des autocollants, voilà. J'étais allé demander des autocollants et je les collais, voilà. Tout seul dans mon coin. C'est mon plus grand acte politique de ma vie en France. Et simplement, ouais, non, je sais pas expliquer. J'ai un pli qui fait que j'aime bien m'occuper des choses. Quand j'étais prof dans un collège en Seine-Saint-Denis, naturellement, je faisais partie des profs qui avaient se présenter aux élections pour être ce qu'on appelle le conseil d'administration du collège et être dans les discussions où on parlait de comment on allait moduler pour la petite marge de manœuvre qui existait, le budget ou les heures ou le projet pédagogique. Je me rappelle une bataille, ça va paraître bizarre aux gens d'aujourd'hui. Le téléphone portable n'existait pas à l'époque. Je ne sais pas si
les auditeurs peuvent l'imaginer, cette époque-là. Et, euh, on était dans un collège où on était un collège de taille moyenne avec plusieurs dizaines d'enseignants et on n'avait aucun moyen de communication avec l'extérieur. Et je me rappelle une fois avoir été dérangé dans un cours. Moi, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans ma famille parce que on dit pas proviseur dans un collège, on dit le principal adjoint du collège est venu frapper à ma porte dans un cours et il a arrêté mon cours pour me dire que quelqu'un voulait me parler au téléphone. Alors j'ai pensé qu'il y avait une urgence absolue, et puis au téléphone, c'est une histoire de plombier ou de facteur ou je sais pas quoi. Mais en fait, la question, c'était qu'on était isolé du monde pendant toute notre journée de travail. Je pense que je ne sais pas pourquoi. Et je me rappelle avoir bataillé pour qu'on nous pose une petite cabine téléphonique dans la salle des professeurs. C'est bizarre aujourd'hui ça. Et c'était une grande bataille, on a passé beaucoup d'énergie, on y a passé des soirées, c'était des réunions qui quelquefois se terminaient à minuit, où les gens, où le principal, la direction de l'école était quelquefois très fronçait les sourcils, quelquefois ça demandait moi, j'élève pas la voix, mais j'élève la voix à ma manière en disant des choses un peu directes, mais sans. Et puis il fallait un peu de courage. Et voilà, je me rappelle ma joie quand c'est du travail d'équipe, mais mais j'avais participé à ce travail. Et c'est du travail de parole en réunion et de savoir argumenter en réunion, convaincre, parce que tout se termine dans ces réunions-là. Ces réunions-là qui sont dans les collèges et lycées de France, c'est des vraies réunions avec un vrai pouvoir. Par contre, si on a la majorité, on peut voter des trucs. Et mais être arrivé à obtenir un vote à la majorité d'une assemblée, comme c'est une petite assemblée, c'est rien du tout, c'est euh, c'est à Villepinte, au cœur de la Seine-Saint-Denis, c'est rien du tout, et en même temps, c'était épique quelquefois ces réunions, et moi je me rappelle avoir eu, avoir eu plusieurs fois l'expérience d'avoir un extrêmement grand plaisir ou un extrêmement grand bonheur, simplement à la façon dont j'avais utilisé les mots en écoutant et en parlant à des gens, obtenir que les opinions changent et qu'il y ait un consensus et que la majorité décide quelque chose. Ça, c'est un plaisir que j'ai découvert. J'y repense ou je le redécouvre tout en parlant là, mais c'est évident, c'est un plaisir que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, naturellement, quand j'ai été parent d'élèves au lycée français de Tokyo, c'est ma pente, je n'ai pas choisi, mais ma pente était dans le bureau de l'association des parents d'élèves. Puis, de fil en aiguille, j'étais président de l'association des parents d'élèves pendant 4 ans, juste parce que ça me plaît de m'occuper de ce genre de rôle me plaît. J'espère que je me suis fait. J'ai jamais pensé, j'ai jamais prémédité, j'ai jamais eu l'idée que je serais président de l'association des parents d'élèves, mais ça s'est fait comme ça parce que ça s'est fait comme ça. Et voilà. Et j'ai raté. Je me suis un peu éloigné de la question parce que vous avez parlé de politique et d'association. Et j'ai commencé en disant que j'avais jamais fait de politique en France, j'en ai jamais fait. Mais en 2002, alors là aussi, peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui ne se sont pas encore nés en 2002, mais en 2002, il s'est passé une chose qui, à l'époque, a été un grand traumatisme et a été un tournant historique. C'est que, à l'élection présidentielle le 21 avril, au premier tour, un candidat d'extrême droite s'est retrouvé sélectionné pour le second tour. Peu de gens avaient imaginé que c'était possible. Et c'est là que je me suis dit, comme beaucoup de gens à l'époque, franchement, c'est vraiment extrêmement banal. Plutôt que de penser à la politique dans ma tête, il faut essayer de faire quelque chose de concret. Donc, je vais adhérer à un truc pour essayer de faire un truc concret. Voilà pourquoi, en 2002, j'ai adhéré à l'association ADFE Français du Monde, ou Français du Monde ADFE, qui existe toujours, qui représente les Français, qui a des sections dans le monde entier, et qui, pour faire les choses, pour résumer les choses de façon un peu caricaturale, réunit des Français de beaucoup d'opinions politiques différentes, mais qui sont quand même reliés euh, par un grand amour des valeurs de la République, et plutôt de gauche, mais vraiment au sens le plus large et le moins précis du terme. Et puis rapidement, je crois que c'est 3 ou 4 ans après, je me suis rendu compte que c'était une association avec une atmosphère un petit peu politique, mais que c'était quand même pas un parti politique et que ce qui comptait, c'était les partis politiques. Et donc, je crois que c'est en 2005 que j'ai adhéré
pour la première fois un parti politique. Euh, donc, comme c'est quelque chose qui est connu, c'est le Parti socialiste et j'y suis toujours adhérent, encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est quelque chose donc qui est venu petit à petit par prise de conscience successive, mais j'y ai jamais passé beaucoup de temps. Par exemple, j'ai adhéré à ce parti politique et de façon continue jusqu'à aujourd'hui, mais là où j'ai donné le plus de mon énergie et de mon temps, c'est comme parent d'élève à l'association des familles du lycée français de Tokyo, c'est comme professeur d'université ou professeur de français au Japon dans la Société japonaise de didactique du français, qui est une association en même temps une société savante, et où, pareil, parce que j'ai aimé m'y engager, que j'avais l'impression que ça me faisait plaisir et qu'on me donnait du travail et je le faisais. Et j'en ai été, alors c'est pas le président, mais le secrétaire général, c'est un peu la personne qui fait l'organisation générale. Dans cette association qui avait déjà, à l'époque, une trentaine d'années d'existence. J'étais la première personne française à en devenir le secrétaire général, voilà, je crois que c'est en 2008 ou 2009. Il se trouve que c'était au même moment où j'étais président de l'association des familles du lycée. Puis, pareil, de fil en aiguille, comme j'étais à l'Association française du monde ADFE, quand je n'ai plus été président de l'Association des familles du lycée, j'ai été pendant quelques années, 3 ans et demi, président de l'Association française du monde ADFE. Et quand on a appris que il y avait une nouvelle loi qui faisait qu'un an plus tard, il y aurait des élus locaux dans tous les pays du monde et qu'il y aurait une élection et que on pourrait peut-être représenter les Français du Japon et peut-être faire euh, avoir un petit peu plus de poids pour améliorer les choses ou régler certains dysfonctionnements, etc. C'est un peu naturellement en discutant avec des amis de l'association Français du Monde ADFE de l'époque qu'on a décidé ensemble de monter une liste et que je me suis retrouvé sur cette liste. Voilà. Et pareil, c'est un petit peu en japonais, on dit une espèce de nagare, c'est-à-dire c'est porté par le courant et par les choses. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, oui, j'oublie rien. C'est-à-dire que dans l'élection, la première élection pour les conseillers consulaires en 2014, nous avons eu l'idée, enfin, j'ai un petit peu été à l'origine de cette idée de proposer la création d'un organisme. J'étais à l'origine de cette idée après une conversation avec le consul de l'époque qui m'avait expliqué ce que c'était. Nous avons proposé la création d'un organisme local d'entraide et de solidarité, une forme d'association qui existait déjà dans pas mal de pays du monde, qui est une forme reconnue par l'État et qui a bénéficié de certaines subventions spécifiques. Donc comme le consulat manquait chaque année de budget pour pallier aux urgences et aux détresses qui se produisaient. Il y a toutes sortes d'urgences et de détresses qui se produisent à la fois chez les Français résidant au Japon et chez les Français de passage au Japon. Et le consulat avait un budget qui s'appelle, je me trompe peut-être, le budget des aides ponctuelles qui diminuait petit à petit chaque année. Et je me rappelle, le consul nous expliquait que ce budget était terminé chaque année vers le mois de mars. Donc il restait de mars à décembre et ils avaient pris l'habitude de demander aux différentes associations de contribuer. Alors les associations ont contribué, mais à force de contribuer, on s'est dit ça serait peut-être bien qu'il y ait une structure un peu fédérative à laquelle on ferait des dons et qui s'occuperait uniquement de la solidarité, oui, qui s'occuperait uniquement de la solidarité et de l'aide aux accidents de la vie, aux personnes en détresse. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de l'OLES Japon. Donc j'ai participé à sa création. On était nombreux à participer à sa création, mais j'ai beaucoup participé à sa création. Et il se trouve que la première personne qui en a été présidente, qui s'appelle Monsieur Ivalmani, a décidé de s'entourer de deux vice-présidents, choisis chacun dans globalement, là, c'est la droite et la gauche, mais c'est difficile de dire comme ça, mais dans les grandes associations
qu'on appelle les associations représentatives des Français de l'étranger, qui sont des associations d'utilité publique et qui sont deux à l'époque, principalement Français du Monde ADFE, dont j'ai déjà parlé, et l'Union des Français de l'étranger, qui est officiellement et statutairement apolitique. Et donc, je me suis retrouvé vice-président de l'OLES Japon pendant 5 ans, c'était 2015 à 2020, et ça m'a beaucoup appris. Ouais, je sais pourquoi je dis ça. Oui, je dis ça parce que c'était une expérience éprouvante. C'est aussi beaucoup de temps et beaucoup d'engagement, mais c'était encore une sorte de chose que je n'avais pas vue avant. C'est-à-dire, c'est une association qui est vraiment spécialisée dans les malheurs. Et les malheurs, ça a une imagination extraordinaire. Chaque cas est différent. Bien sûr, il y a des grands thèmes, hein, l'emploi ou les problèmes des contrats abusifs ou le chômage, la maladie. Malheureusement, ça arrive sous toutes sortes de formes. Et la maladie avec des gens qui n'ont pas forcément euh, une protection sociale suffisante ou bien alors, bon, ou qui sont isolés. Et puis les problèmes familiaux franco-japonais qui représentent, je crois, un tiers des cas depuis le début de cette association. Alors justement, je voulais échanger avec vous à ce sujet sur l'OLES. On a beaucoup parlé et on parle encore des enfants franco-japonais privés de tout contact avec leurs parents français. Et je sais que vous avez eu un soutien qui a été assez fort, notamment sur Twitter à Vincent Fichot. Donc c'est un petit peu une figure de proue, si je peux dire ça comme ça, du parent français divorcé d'une mère japonaise et qui n'a plus voir son enfant. On sait qu'il y a une loi qui est passée en mai 2024 et qui autorise la garde partagée. Quelle est aujourd'hui la situation réelle de ces cas dramatiques? Donc c'est un problème qui a commencé à être bien connu en France avec quelques émissions de télévision et puis avec la grève de la faim de Vincent Fichot que vous avez cité. Le Japon a fait, je crois en partie grâce à la pression extérieure et au fait que l'image du Japon a été un petit peu abîmée par tous ces témoignages de ce qui se passe au niveau des familles internationales. Je précise que ce qui se passe au niveau des familles franco-japonaises, anglo-japonaises, italo-japonaises, etc., c'est que la partie émergée de l'iceberg que voient les médias occidentaux, parce que 95 ou 97 ou 18% des cas identiques où des enfants perdent le contact avec leurs parents, ce sont dans des familles japonaises, puisque c'est simplement l'application de la loi japonaise qui fait que, jusqu'à présent, si un des deux parents s'il prend l'idée à l'un des deux parents de partir avec les enfants de la maison et d'empêcher les enfants de revoir l'autre parent, il n'y a rien dans la loi japonaise, ou quasiment rien, qui permet de résoudre ça. On estime qu'un tiers, ça c'est les statistiques, je crois, consensuelles, dans un tiers des cas de divorce au Japon où il y a des enfants, les enfants finissent rapidement ou à moyen terme par ne plus avoir de contact avec celui des parents avec lequel ils n'habitent pas. Et donc, un tiers des enfants, ça fait des dizaines de milliers d'enfants chaque année. Euh, il y a une époque, il y avait plus de la population. On garde souvent à l'esprit les chiffres d'il y a une vingtaine d'années où on disait qu'il y avait 300 000 divorces dans ce cas, donc, et 100 000 divorces avec enfants chaque année. Mais je crois que le chiffre est un petit peu inférieur aujourd'hui. Mais ce qui reste toujours vrai, c'est un tiers des cas de divorce avec enfants. Et donc, c'est d'abord un problème japonais avant d'être un problème international, mais les associations japonaises qui se battent pour le droit des enfants à garder le contact avec leurs deux parents, même en cas de séparation, sont très reconnaissantes et insistent beaucoup sur le fait que c'est positif que des étrangers s'intéressent à la question et participent à leurs manifestations, à leurs rassemblements, parce que ça, c'est une vieille tradition japonaise, au moins depuis l'époque Meiji, quand le regard extérieur euh, enfin, le regard extérieur est très important et l'image que le Japon donne dans l'opinion publique internationale et puis auprès des diplomates et compte beaucoup. Et donc, si cette image est abîmée, est amoindrie parce qu'on dit il y a un problème, c'est un pays quand même, regardez, c'est un pays barbare, il y a des enfants qui sont privés de leur papa ou de leur maman, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, euh, ça a pu contribuer au fait que le Japon il y a aussi excusez-moi, il y a aussi des choses très concrètes qui ont été faites puisque le Sénat français a fait une résolution qui condamnait la situation faite aux enfants franco-japonais séparés de leur père ou de leur mère
au Japon, puis le Parlement européen lui-même a fait une résolution. Donc ce sont des choses qui ont c'est peut-être un petit peu des signaux d'alarme pour le gouvernement japonais. En mai de cette année, après de longues années de réflexion, de maturation, de pas en avant, pas en arrière, la diète japonaise, donc la chambre haute et la chambre basse, ont voté une loi qui n'établit pas vraiment la garde partagée, mais qui instaure la possibilité optionnelle de faire le choix de l'autorité parentale partagée au moment d'un divorce. Alors, faut faire la différence déjà entre autorité parentale et garde, hein. La garde, c'est le fait de s'occuper au quotidien d'un enfant. La garde peut être, pour faire bref, la garde peut être assimilée au fait d'habiter avec l'enfant. Donc, quand on dit garde partagée, souvent, enfin, nous, en France, on pense à garde alternée ou plus ou moins alternée, soit euh, le, le schéma classique des enfants qui passent les jours de semaine, tous les jours de semaine chez un des deux parents et un week-end sur deux et la moitié des vacances chez l'autre parent. C'est déjà une forme de garde partagée. Et puis la forme de garde partagée euh, qui est un peu plus en vogue récemment, mais qui reste encore à des niveaux assez bas, c'est moitié-moitié avec les enfants qui ont une chambre chez leur papa et enfin, chez un des deux parents et chez l'autre parent et qui passent une semaine chez l'un, chez l'autre. C'est pas du tout ça que dit la loi sur l'autorité parentale conjointe. L'autorité parentale, c'est le droit de prendre les décisions importantes pour les choses les plus importantes de la vie de l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas décider quelle confiture sera sur sa tartine le matin, mais c'est décider dans quelle école il va être inscrit, à quel endroit il va habiter, quel contrat il va signer. C'est un contrat de, je sais pas, téléphone portable ou un abonnement, et à quelle école il va aller, à quelle école ou à quelle école il va pas aller, où est-ce qu'il va partir en vacances, des choses comme ça. Donc les grandes décisions de la vie de l'enfant dépendent du parent qui a l'autorité parentale. Dans une famille, alors en France par exemple, l'autorité parentale est conjointe, que les parents soient mariés ou pas et que les parents soient séparés ou pas, les parents sont les parents et chaque enfant est à la base, sauf cas particulier, pour des raisons particulières, sous l'autorité parentale de deux personnes. Au Japon, uniquement si on est marié déjà, pendant le mariage, si les deux parents sont mariés, l'enfant bénéficie de l'autorité parentale de ses deux parents. Et actuellement, la loi japonaise fait qu'au moment du divorce, il est obligatoire d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents. Il est interdit que ce soit les deux parents. Et la nouvelle loi dit que d'ici 2 ans, donc d'ici mai 2026, quand les décrets d'application diront à quelle date ça va s'appliquer, euh, il sera possible pour un couple marié qui divorce de cocher une case disant l'autorité parentale sera partagée. Donc la critique très simple et évidente qui vient à tout le monde, c'est que il y avait déjà 2 tiers des gens qui se débrouillaient après leur divorce pour s'occuper des enfants de façon plus ou moins concertée. Et ce sont ces gens-là qui n'ont pas de problème qui divorcent en bons termes, entre guillemets, qui vont cocher cette case-là. Et pour les gens qui sont en situation conflictuelle, il n'y a aucune raison qu'ils arrivent tous les deux à se mettre d'accord pour le choix de l'autorité parentale conjointe. Donc, première faiblesse ou première déception pour certains par rapport à cette loi, ce n'est pas l'autorité parentale conjointe par défaut, après le divorce, comme dans la plupart des autres pays de l'OCDE, par exemple, mais c'est l'autorité parentale conjointe facultative, donc qui nécessite un accord des deux parents, donc ça a l'air un petit peu absurde. Après, la loi dit si les deux parents sont pas d'accord, on peut demander au tribunal de la famille de statuer. Donc après, tout va dépendre de la façon dont les juges du tribunal de la famille, ou tribunal aux affaires familiales, on peut l'appeler aussi, vont réagir. D'expérience, jusqu'ici, les tribunaux aux affaires familiales au Japon ne se sont pas fait remarquer par leur esprit spécialement révolutionnaire et leur volonté d'aller plus loin que de faire avancer la société trop vite. Donc, a priori, mais c'est simplement un préjugé, on verra bien sur pièce. Je pense qu'il sera difficile, ou j'espère, mais je ne vois pas comment, pour le moment, les tribunaux des affaires familiales pourraient forcer une autorité parentale conjointe à des,
dans des situations qui sont conflictuelles. Et après, la deuxième chose, mais je l'ai déjà dit en préambule, c'est que autorité parentale ne veut pas dire garde, et donc il peut très bien y avoir autorité parentale conjointe et les enfants qui habitent toujours chez un seul des deux parents et qui voient rarement l'autre parent, puisque la dose considérée comme normale par les juges aux affaires familiales encore aujourd'hui après un divorce, on considère qu'un enfant a beaucoup de chance et voit bien le parent avec lequel il n'habite pas quand il peut le rencontrer une ou deux fois par mois pendant 2 heures ou 4 heures dans les meilleurs cas. Ça, c'est la dose que les juges, quelquefois, décident, quand ils décident eux-mêmes, et en considérant que c'est bien, que c'est satisfaisant. Donc, par rapport à nos mentalités à nous et nos habitudes à nous, on voit que même ça peut être extrêmement choquant et que c'est dramatique c'est dramatique pour les parents à qui cette situation arrive. Alors vous avez participé à l'organisation d'un événement interassociatif franco-japonais sur les droits des personnes LGBT+. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous synthétiser la situation du mariage pour tous au Japon et des droits des personnes LGBT? Oui, c'était très intéressant. Je me rappelle plus si c'est en 2018 ou en 2019 ou 2018, mais on avait eu la chance d'avoir parmi les membres du bureau de l'Association français du monde, un des premiers couples français mariés qui a obtenu un visa pour venir habiter au Japon. C'est assez peu connu, mais c'est pour ça que je profite éventuellement, si cette phrase est sélectionnée, je profite pour le dire à un plus grand nombre. Par exemple, sur le site de l'ambassade du Japon en France, c'est pas du tout expliqué. Il est plutôt écrit le fait d'être en couple de même sexe ne donne pas droit à un COE. Et c'est vrai, parce qu'un couple homosexuel a le droit d'avoir une sorte de visa de conjoint, et s'il y en a un qui a le visa de travail au Japon, il peut faire venir son conjoint, mais il se trouve que c'est une procédure particulière qui ne passe pas par un COE, comme le certificat d'éligibilité, qui est la façon normale d'obtenir un visa au Japon. Alors j'ai trouvé que quand j'ai vu cette formulation sur le site de l'ambassade du Japon, encore la semaine dernière, j'ai dit quand même, c'est exagéré. Enfin, je comprends que les gens qui cherchent l'info, qui tombent là-dessus, se disent ça n'existe pas, alors que ça existe, et alors que depuis maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand on a eu donc ce couple marié de Français qui étaient dans le bureau de Français du Monde, qui ont pu à la fois donner ces informations et à la fois par leur par leur relation au Japon, ont pu contacter des associations représentatives japonaises et on a pu organiser cette conférence qui était extrêmement forte et émouvante. Euh, euh, Ça, ils étaient venus avec ce visa d'époux de même sexe, euh, peut-être en 2018. En tout cas, ça fait 5 ou 6 ans déjà. Alors aujourd'hui, au Japon, le mariage pour les personnes de même sexe n'existe pas. C'est-à-dire le mariage est interdit pour les personnes de même sexe. Il faut être de sexe différent. Bien que, c'est pour ça que c'est vraiment une question politique et sociétale japonaise très intéressante, parce que les sondages d'opinion donnent régulièrement l'opinion japonaise favorable. Alors je ne sais plus si les plus récents, c'est 60 ou 70% favorable, parce que ça n'arrête pas de monter. L'opinion publique japonaise est, de façon certaine, très majoritairement favorable à un changement de la loi et l'autorisation du mariage pour tous. Mais euh, les personnes qui gouvernent le Japon et le parti politique qui gouverne le Japon pour des raisons idéologiques, parce qu'ils pensent qu'ils perdraient quelque chose, parce que parmi eux sont encore majoritaires des gens qui pensent que s'ils faisaient cette concession-là, ils perdraient quelque chose qui fait partie du Japon, je mets des guillemets là, du Japon éternel ou de, à l'époque Meiji, on disait le kokutai, c'est-à-dire ce qui fait la japonéité, et que si on en enlève un morceau, ça va s'effondrer. Donc, il y a encore des gens qui ont cette mentalité, cette peur-là, qui fait qu'il y a même en voyant que l'opinion publique est favorable, donc en tant qu'hommes et femmes politiques, ils y gagneraient par simple démagogie, mais ils préfèrent y perdre pour une raison vraiment purement idéologique. Donc jusqu'ici,
Le mariage n'existe pas. On sait que donc la majorité de la population japonaise aujourd'hui est couverte, appartient soit à une municipalité, soit à un département qui a mis en place des partenariats qui sont des sortes de simili-pax. On peut aller signer à la mairie pour annoncer de façon officielle qu'on est un couple de même sexe, mais ça donne très peu de droits. Ça peut donner le droit d'être considéré comme une famille du point de vue de cette mairie-là, donc ça peut donner le droit d'accéder à des HLM, par exemple, en tant que famille. Ça donne euh, aucun droit particulier, fiscal, héritage ou quoi que ce soit. Et je crois même que, même dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui est souvent revendiqué, c'est quand quelqu'un est gravement malade, qui a le droit d'aller le voir? C'est sa famille. Qui est la famille? Les parents, les frères, les sœurs, la famille considérée comme la famille à l'état civil. Et souvent, les cas les plus dramatiques, c'est les personnes qui ne peuvent pas aller au chevet de leur partenaire de toute leur vie, parce qu'ils ne sont pas mariés, et même un partenariat signé en mairie ne permet pas d'obtenir le droit d'aller au chevet de quelqu'un à l'hôpital, par exemple. Ne parlons pas de l'autorisation. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas apte à donner son opinion, c'est la famille qui donne l'autorisation pour une opération difficile ou des choses comme ça. Donc, c'est très symbolique, du point de vue symbolique, il y a une très grande tolérance. Du point de vue symbolique, plus de la moitié de la population japonaise, je ne saurais pas dire, ça change tout le temps, c'est peut-être de l'ordre de 2 tiers de la population japonaise aujourd'hui, a le droit d'aller à la mairie ou au bureau de sa préfecture, de son département, pour se déclarer comme couple officiellement, même de même sexe. Mais c'est d'abord un papier symbolique. Il y a donc il y a des organisations qui, comment ça s'appelle? La plus grande fédération d'organisations pour le mariage pour tous s'appelle Marriage for All Japan, qui organise euh, des, euh, des manifestations publiques chaque année dans les différentes régions du Japon. Il y a la Tokyo Pride Parade à Tokyo chaque année. Il y a la même à Osaka. Je crois que celle d'Osaka est à la fin du mois d'octobre. Celle de Tokyo est toujours à la Golden Week. En tant que je me considère comme militant des droits. En tant que militant des droits humains, j'y participe systématiquement depuis plusieurs années. Et comment dire? Et il y a quelque chose quand même qui est en train de légèrement basculer, c'est que depuis, je crois que ça s'est tout passé en 2024, il y a eu cette année, je crois que c'est vraiment 2024, à moins que ça soit fin 2023, plusieurs cas judiciaires, plusieurs procès qui ont abouti à la conclusion que l'interdiction du mariage entre deux personnes de même sexe était contraire à la Constitution. Donc normalement, quand des procès sur n'importe quel sujet que ce soit arrivent à cette conclusion-là, euh, le législateur est obligé de faire quelque chose à court ou moyen terme, puisqu'on ne peut pas rester avec une situation où la loi est contraire à la Constitution. En termes d'écologie, alors c'est une vaste question que je vais vous poser maintenant, mais est-ce qu'il y a des combats importants qu'il est nécessaire de mener au Japon? On parle donc là un petit peu d'un globi-boulga, mais je vais parler de chasse à la baleine, donc l'arrestation récente de Paul Watson, en termes d'usage de plastique, en termes, on voit des choix aussi écologiques qui peuvent nous paraître étonnants à Tokyo, avec des arbres qui sont rasés au profit de la construction d'ensembles. Voilà. Quel est votre avis sur ce sujet, le rapport compliqué entre guillemets du Japon à l'écologie? Ouais, c'est vraiment un vaste sujet, ça. Il faut vraiment mettre les choses. D'abord, séparer les choses. Je pense que l'histoire de l'arrestation de Watson et de la guerre à j'allais dire la guerre à la baleine. Par exemple. La chasse à la baleine, c'est pas un sujet pour les Japonais. Ils ont jamais compris. Ils comprennent rarement ce qui se passe. Je me rappelle cet excellent présentateur de la télévision japonaise qui est une espèce de professeur d'éducation civique de tous les Japonais, qui est tout le temps en train d'expliquer très pédagogiquement et de façon extrêmement télévisuelle aussi, du coup ça fait des émissions agréables à voir, les problèmes sociaux ou politiques du Japon ou internationaux, et c'est fait de façon extrêmement intelligente. Et en tant que moi-même professeur d'histoire, géographie et éducation civique à la base, je le considère comme le meilleur professeur ou un des meilleurs professeurs d'éducation civique du Japon. Et
Je me rappelle une émission où il expliquait, et c'était vachement dur, et le but de son émission, c'était d'expliquer que Greenpeace et les associations qui se battent contre la pêche à la baleine n'étaient pas motivés par un sentiment anti-japonais, mais ils voulaient juste protéger les baleines. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire, c'est pour vous dire d'où on vient et de la façon dont les médias japonais présentent les choses et du coup la façon dont les Japonais voient les choses. Je pense que 99% des Japonais peuvent pas imaginer de la façon dont les choses leur sont présentées qu'il peut y avoir des personnes qui sont mues par des valeurs ou une certaine bienveillance ou une vision du monde qui fait que euh, il y a des animaux qui sont euh, la surpêche. Alors pour les poissons, c'est la surpêche. La chasse à la baleine, ça met en danger des espèces et que donc c'est ça qui motive. Ce sont des valeurs positives, ce sont des valeurs universelles, c'est des valeurs euh, de pour l'avenir, pour sauver la planète, comme on dit, pour de compassion éventuellement, que ça peut être des choses positives qui motivent ces gens-là et que c'est pas simplement puisqu'ils sont contre quelque chose que font les Japonais, donc ils sont contre les Japonais et donc c'est même pas la peine d'aller voir. Ensuite, la question écologique au Japon, c'est une vaste question, hein. Sur les plastiques ou les choses comme ça, il faut se battre sur l'illusion. Pendant longtemps, la société japonaise a été une des premières à trier les déchets. Et donc les Japonais, parce qu'on leur a expliqué les choses comme ça, se sont longtemps vécus et imaginés comme une des sociétés les plus respectueuses euh, de l'environnement, puisqu'on trie les déchets qui vont être recyclés. Bon, les pays étrangers le disaient depuis toujours, et j'ai vu des premières émissions japonaises qui parlent de ça assez récemment. Il se trouve que le critère de recyclage du plastique au Japon ne correspondait pas au critère international de recyclage du plastique, et au Japon, il suffisait de trier le plastique et de le brûler ou de l'envoyer en Chine ou dans d'autres pays qui acceptaient à l'époque, qui n'acceptent plus aujourd'hui, pour qu'il soit classé dans la catégorie recyclé et donc faire du Japon un des pays qui recycle le mieux le plastique du monde. Et je trouvais que ce n'était pas du tout le cas et que donc récemment, depuis que les pays dans lesquels on envoyait le plastique japonais se mettent à refuser de le recevoir, ça devient euh, on commence à avoir une autre façon de voir les choses et à essayer de réduire un petit peu. Mais la question des emballages, quand on vient de France et qu'on voit les emballages dans les magasins japonais encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu atténué par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est pas une question politique et c'est pas une question. Si, bon, les sacs plastiques des supermarchés sont devenus payants, donc on essaye, pour économiser 5 yens ou 10 yens, on essaye de pas oublier d'amener son sac de course. Mais je crois pas que beaucoup de gens relient ça avec la planète. Moi, la chose qui m'a le plus choqué ou ce que je remarque, c'est que euh, à la télé, je me base sur la télévision parce que c'est la télévision et Internet qui font en grande partie, je pense, les mentalités les plus diffusées. La météo, on n'arrête pas de nous dire il a jamais fait si chaud là récemment, octobre a jamais été si chaud. Ikegami Akira, c'est le nom de ce monsieur qui est présentateur de la télévision. Ikegami Akira, oui, c'est lui, pardon. Et, euh, et on nous dit jamais réchauffement climatique ou dérèglement climatique dans un bulletin météo à la radio, à la télé. Après, on va chercher, c'est pas jamais, si on va plus loin, si peut-être un bulletin météo sur 10 ou sur 20, ou si on va dans des émissions de commentaires en fin de soirée, ou ces émissions excellentes d'éducation civique de Monsieur Ikegami Akira, qui est un peu une référence que j'adore au Japon. Lui, il explique ce que c'est le dérèglement climatique, ce que c'est le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, les choses comme ça. Mais, enfin, moi, mon vécu du Japon, c'est que si je suis un Japonais ordinaire et que j'ai pas accès à des moyens d'éducation particuliers, on me dit, on a eu le mois d'octobre le plus chaud depuis, je crois que la météo japonaise enregistre des températures, et j'ai entendu un grand nombre de fois des présentateurs météo présenter ça, et à aucun moment de l'émission météo, il y avait le mot dérèglement climatique. Je trouve que ça manque. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore?
Beaucoup de Japonais étaient contre l'énergie nucléaire. C'est vrai que Fukushima n'a pas aidé et que avant, le fait d'être contre l'énergie nucléaire, en fait, se mixte un petit peu dans l'esprit avec le fait d'être contre la bombe atomique. Et comme le Japon a vécu ce que l'on sait et les terribles euh, choses qu'on sait pendant la guerre, le fait d'être pacifiste et contre les bombes atomiques était souvent conjugué avec le fait d'être contre les centrales nucléaires. Quand on lit des livres, à une époque, oui, il y a des historiens qui expliquent que le fait d'avoir un programme d'énergie nucléaire pacifique au Japon était peut-être aussi une façon d'avoir suffisamment de combustible nucléaire pour éventuellement transitionner vers une bombe atomique le jour où on en aurait besoin ou le jour où on déciderait. Peut-être, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai pas l'impression, alors je sais pas, je suis pas allé dans des écoles primaires récemment, mais quand je parle quand j'écoute les conversations dans le métro, ou que j'écoute mes étudiants parler, ou la question écologique n'est pas un thème c'est pas chaud ici, c'est pas, il fait chaud, mais c'est pas un thème chaud de l'actualité. Ça fait pas partie des conversations. Euh, donc, j'ai parlé du plastique, je dis du mal, là. Par contre, j'ai eu une bonne surprise, c'était avant-hier. Donc, il y a eu une élection à la Chambre basse ce dimanche, sauf erreur, à la Chambre des représentants. Et donc, on a vu la campagne électorale au Japon ne peut durer que 2 semaines, c'est terrible. Bon, c'est un autre sujet. Et j'ai vu pour la première fois une affiche électorale à Tokyo qui disait ne coupez pas les arbres de Jingu-gaien. Jingu-gaien, c'est un petit peu un endroit où sont cristallisées au Japon les luttes des citoyens pour garder des arbres dans les villes. Bon, c'est un thème un petit peu, ça peut paraître un petit peu dérisoire par rapport à d'autres problèmes dans le monde, mais la présence d'arbres dans les villes, c'est prouvé scientifiquement que c'est une des manières de rendre le dérèglement climatique un peu moins déréglé et de baisser les températures. Et puis, ça rend la ville plus agréable. Et donc, le projet de re, comment dit-on, le projet immobilier de restructuration de Jingu-gaien prévoit l'abattage de plusieurs centaines d'arbres, et il se trouve que s'il y est né un mouvement citoyen où des étrangers y jouent un certain rôle, mais aussi beaucoup de Japonais. Donc, mais c'est toujours resté un thème un petit peu souterrain et j'avais jamais. Ça a mis beaucoup de temps à percer dans les médias, mais là j'ai vu dans la rue, enfin, à 2 pas de chez moi, j'ai vu une affiche politique de quelqu'un qui est candidat pour la députation dans un secteur de Tokyo, qui parmi ses affiches électorales en a une qui dit n'abattez pas les arbres de Jingu-gaen. Moi, je trouve que donc de ce point de vue-là, la question de l'environnement dans la ville fait un petit peu surface dans le débat politique. C'est une chose qui au Japon a toujours existé, mais sous la forme en américain on dit not in my backyard, c'est-à-dire que quand un immeuble très élevé ou un pas est prévu dans un quartier ou quand un parc va être détruit ou réduit, c'est quelque chose de très banal que l'association des habitants du quartier se batte contre ça. Il est déjà arrivé, ça fait des dizaines d'années qu'il arrive que les associations de quartier gagnent, surtout quand il y a des notables qui sont pris dans ce combat aussi. Mais là, avec Jingu Gaien, c'est quelque chose de différent puisque on ne peut être contre l'abattage. On peut pas être contre l'abattage de ces arbres parce que c'est près de mon jardin, parce qu'il y a personne qui habite. C'est pas quelque chose entre guillemets d'égoïste pour protéger son environnement local. On ne peut être contre l'abattage de ces arbres que si on a une vision globale, un peu universelle de ce que devrait être ce qu'on pense que devrait être une ville humaine au XXIe siècle et respectueuse des équilibres de l'environnement et des besoins humains. Voilà. Donc ce combat me paraît assez symbolique et intéressant. Alors en 30 ans de Japon, vous avez sans doute parcouru un certain nombre des départements et des régions de l'archipel. Est-ce que vous pourriez nous donner votre peut-être top
2 ou top 3 de vos lieux que vous recommanderiez à nos auditeurs. Là, on va vraiment parler sur la partie plus touristique. Votre top des lieux au Japon, votre Osusume. Je vais d'abord faire une introduction, c'est que quand euh, en japonais on dit Namida Chodai, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais quand on est citoyen ordinaire à Tokyo, qu'on a une famille avec 2 enfants et un seul salaire, euh, et qu'on fait ce choix de mettre les enfants au lycée français de Tokyo, même si on peut bénéficier pour une partie du prix d'un certain pourcentage de bourse, on n'a pas une vie où on peut sortir. Donc, moi, je suis à Tokyo depuis. Je suis 96, donc je suis à Tokyo depuis 28 ans. Au début, j'avais des enfants en très bas âge, et ensuite, pendant 15, 16, 17 ans, j'avais des enfants au lycée français de Tokyo. Avoir des enfants au lycée français de Tokyo, ça veut dire ne pas sortir. Et j'avais une énorme chance, c'est d'avoir des parents en France qui pouvaient nous accueillir pendant les vacances. Donc mes enfants ont eu l'énorme chance de passer un mois en France chaque mois d'août et d'avoir comme ça une vie française. Et puis pour Osho Gatsu, parce qu'il faut avoir une vie familiale japonaise, mais la famille, elle est à... Ma belle famille se trouve dans le Kyushu, donc c'est à, je sais pas, 1200, 1300 km. C'est loin, c'est cher. Donc on va les voir, on allait les voir très régulièrement, une fois par an, quelques jours, début janvier. Donc les voyages, mes enfants ils m'ont dit, après quand ils avaient des amis qui voyageaient, euh, pourquoi on voyage jamais? Vous voyagez beaucoup, vous allez en France une fois par an et vous allez voir vos grands-parents dans le Kyushu une fois par an. Et pour dire que tant qu'on a, c'est pas une, je sais pas comment le dire, c'est pas une plainte, c'est un constat. C'est vraiment pas une plainte parce qu'il y a plein de gens beaucoup plus malheureux. C'est juste un constat. C'est pas parce qu'on vit 30 ans au Japon qu'on connaît plus d'endroits que les gens qui vivent en France. Moi, récemment, j'ai des neveux qui sont venus passer 15 jours au Japon en voyage. Ils avaient préparé leur voyage. Ils connaissaient 100 fois plus d'endroits que moi au Japon. Donc, je crois que je suis déjà allé à Nikko. Je suis déjà allé une fois à Sapporo, mais c'était pour un congrès universitaire. Donc, j'ai vu l'université et je suis reparti. C'est tout ce que j'ai vu de Hokkaido. Je suis allé une fois à Okinawa dans ma vie et j'ai vu l'université d'Okinawa. Et donc, c'était pour un congrès aussi, donc j'ai jamais visité. Et j'ai un petit peu visité le Kyushu, spécialement quand j'étais professeur à l'Institut, à Fukuoka. Et je suis allé une ou deux fois, quand j'étais à Fukuoka, je suis allé une fois à Kyoto. Et j'y suis retourné, ah ouais, et j'y suis retourné récemment. Et donc, voilà. C'est- Kyo- Kyo- je connais un peu Kyoto. Je suis allé à Nikko 2 fois. Nikko aussi, on y retournait pour, euh, pour les événements autour de la famille de Tiphaine Véron qui a disparu là-bas en 2018. Je connais un peu Nikko, je connais Et donc, mon top 3, oui, de mes premiers voyages dans le Kyushu, quand j'avais 25, 26, 27 ans, j'ai gardé un souvenir merveilleux de Nagasaki. Et je ne sais pas si c'est toujours comme ça, parce que je vous parle de quelque chose qui date de mon premier séjour au Japon. Donc, c'est pas il y a 30 ans, c'est il y a 35 ans peut-être. Et on avait pris euh, la ville de Nagasaki. Je considère que c'est la plus belle ville et la plus agréable que je connaisse. Après, je suis allé peut-être une fois ou 2 fois. C'est une ville où il y a à la fois, euh, c'est une ville sur des montagnes, sur des collines qui donnent directement dans la mer. J'ai de souvenirs de paysages où le soleil se reflète dans la mer, où il y a des îles, des presqu'îles. J'ai le souvenir de rues, de ruelles qui sont en pente avec des escaliers, des vieilles maisons. J'ai le souvenir d'un tramway et j'ai le souvenir d'un, sauf erreur, un téléphérique qui monte vers une petite colline qui domine la ville où on voit le paysage au soleil couchant. Et j'ai été extrêmement ému par mon voyage, par mon petit séjour. Je sais pas si c'était un jour, 2 jours à Nagasaki. Il se trouve qu'on y est passé ça devait être excusez-moi pour 1988, je pense qu'on y était pour Obon. Et à Obon, à Nagasaki, la tradition à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de mettre des pétards sur les tombes. On met des fleurs, mais là, c'est comme des pétards à mèche. Et en fait, tous les cimetières étaient
bruissant de bruit de pétards. C'est un petit peu le 14 juillet en France. Et puis il y avait une espèce de procession, oui, parce que les gens allaient jeter dans la mer les bateaux avec la bougie qui célèbre les âmes des morts. Et toute cette procession, avec ces gens qui marchent, était ponctuée de pétards. C'est comme le 14 juillet aux Champs-Élysées à Paris, moi j'ai un souvenir comme ça. Et toute la ville bruissait, était envahie de ces pétards, des petits, des moyens, des grands. Et je me rappelle, bon, c'est un peu bizarre. Je me rappelle être allé à la pharmacie acheter des boules qui est parce que je craignais tellement c'était tumultueux. Et ça, je sais pas si c'est toujours comme ça, et je sais pas si c'est un lieu touristique marqué dans les guides, mais le 15, ça devait être le 15 août, j'imagine, à Nagasaki, c'est une impression extraordinaire. Ah, j'ai fait mon top 1, c'est Nagasaki, je dirais toujours que c'est Nagasaki. J'ai mon top 2, mais c'est le même que beaucoup de gens. J'ai été très ému en visitant en particulier le Kiyomizu-dera à Kyoto. C'est banal, mais il se trouve que le Kiyomizu-dera, c'est le Kiyomizu-dera et c'est très difficile de pas être ému. Donc euh, voilà. J'ai moins de choses à en dire. Simplement, quand j'y suis, je me sens grandi bien et j'ai l'impression, une grande impression de respect et de beauté. Donc, c'est dans tous les guides et c'est un endroit où vont tous les touristes, mais je confirme, c'est le Kiyomizu-dera. Ça, c'est mon numéro 2. Je crois que j'aurais qu'un top 1 et un top 2, sinon je vais aller dans les tops. Il y a plein d'autres tops. J'ai eu euh, je réfléchis. C'est déjà Et très, voilà, très c'est tout. J'en intéressant. ai que deux. Voilà. Ouais. Ce sont deux très intéressants en tout cas. J'ai une dernière question pour vous, François. Euh, Est-ce que vous avez probablement réfléchi si vous comptiez rester au Japon ou si finalement la France vous manquait? Quelle est euh, la suite de votre vie? Où est-ce que vous souhaitez la passer? Est-ce que vous souhaitez rester au Japon ou est-ce que vous avez l'intention peut-être de retourner en France? Ouais, ça, c'est une super vaste question. Alors, est-ce que la France me manque? Oui. Je m'en suis aperçu. Après, c'est c'est une chose dont je me suis aperçu en fait il y a 25 ans, ou il y a 20, oui, quand j'ai commencé à re-socialiser avec des Français au Japon, quand on a eu les enfants, principalement, c'est que quand on est, enfin je sais pas, c'est mon cas particulier, je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais quand on est super intégré ou assez intégré au Japon, qu'on parle japonais, qu'on comprend vaguement ce qui se passe et qu'on se débrouille, on n'a pas l'impression de manquer de France, mais en fréquentant des Français, en me mettant à fréquenter des Français quand les enfants étaient petits, j'ai eu l'impression tout d'un coup de respirer de l'air avec plus d'oxygène et que jusqu'ici je respirais un air où je croyais qu'il y avait assez d'oxygène, mais il n'y avait pas assez d'oxygène. C'est très bizarre comme impression, je ne sais pas le décrire autrement. Et du coup, toute la vie sociale qu'on se crée, moi ça passe par des associations par exemple, euh, j'ai l'impression que c'est une façon de quand même se donner une sorte de société française, même si on n'est pas en France. Et parce que, qu'on le veuille ou non, si on a vécu notre jeunesse là-bas, ça fait partie de nous et c'est pas quelque chose de si évident que ça d'en être éloigné. Et ça veut dire de ne pouvoir y retourner. Bon, moi, j'étais très privilégié, j'y suis retourné une fois chaque année régulièrement. Et il y a des gens qui n'y retournent que tous les 2, 3, 4 ou quelquefois plus longtemps. Malgré tout, c'est quelque chose qui manquait. Et ma femme qui a habité 7 ans en France, comme japonaise, et qui a beaucoup pu expérimenter ce que c'est la vie de famille en France, qu'on appelle la vie de famille en France, ça veut dire que les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les cousins, ça existe, contrairement au Japon où il suffit de se voir une fois par an pour satisfaire le besoin de famille. Euh, Ma femme avait une fois une réflexion que j'avais, ça paraissait simple, et puis après je me suis dit, mais c'est plus malin que ça. Elle dit, mais en fait, vos amis que vous faites, surtout à travers le travail associatif, on s'est fait des amis, je me suis fait des amis, on avait des relations extrêmement fortes, et, et on se voyait souvent, et on faisait plein de choses ensemble, et il y avait énormément d'affection. Elle dit, mais c'est exactement comme avec la famille en France. Et en fait, on se recrée ici. Alors, je sais pas si c'est une question de génération. Moi, il se trouve que c'est avec les Français que j'ai fait ça. Mais je sais pas si on peut faire ça. J'ai des amis japonais, hein, mais
le même style de relation. Et du coup, ça manque moins. Et du coup, mais aussi, c'est le fait d'habiter à Tokyo qui fait ça. Si j'avais toujours habité le Kyushu, si j'avais habité une autre campagne, je sais pas si je dirais la même chose maintenant, peut-être pas. Et puis, sinon, j'ai jamais trop réfléchi parce qu'il se trouve, mais je crois que c'est déjà arrivé à d'autres, dans d'autres circonstances. Moi, il se trouve que quand j'étais à Fukuoka, que j'avais 25 ans ou 26 ans, et qu'un copain, un très bon copain, qui est le premier père de famille franco-japonaise que j'ai rencontré de ma vie, qui avait sa famille avec 4 enfants à l'époque à Fukuoka, il faisait beaucoup de... Lui, il faisait de la planche à voile, mais il nous amenait de temps en temps à la mer. Et un jour, il nous amène à la mer et j'étais en train de nager dans la mer. Devant, au loin, il y avait le port de Fukuoka, je sais plus, c'était un peu la campagne. Et c'est très bizarre, je suis pas du tout religieux ni rien, mais tout d'un coup, j'ai été envahi par l'idée, ah, j'aimerais mourir dans ce pays. Bizarre. Mais après, en parlant à d'autres gens, il paraît que ça arrive, c'est un truc. Et c'est drôle, mais du coup, je me suis jamais trop posé la question de savoir si j'allais revenir ou pas, parce que quand j'avais 25 ans, j'ai été comme ça, c'est pas une révélation, mais tout d'un coup, ça vient comme une chose évidente et une envie évidente. Mais c'est pas du tout l'envie de mourir, c'est la deuxième partie de la phrase qui est importante. C'est ah, mais si c'est dans ce pays, ou bien alors c'est ça que ça veut, je sais pas ce que ça veut dire, ou bien si c'est dans ce pays, ça me ferait rien de mourir, je sais pas ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, du coup, ça m'a jamais trop perturbé comme question. Et du coup, là, je sais pas, ouais, d'ici quelques années, je serai à la retraite, mais je pense que quand même ma vie est ici, et que même si je travaillais plus, même si j'avais plus d'activité associative ou politique, il y aurait toujours, je pense que je m'exprime mieux ici, il y a des choses que je peux faire ici, et je sais pas si... Du coup, j'ai répété 5 fois du coup, tout d'un coup, là, hein. Intéressant. La réponse est, a priori, je ne pense pas rentrer en France. Voilà. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cet entretien à destination des auditeurs de Kampai? Non, j'imagine les auditeurs de Kampai comme des personnes qui s'intéressent au Japon, qui rêvent d'y aller ou qui sont déjà allés, et qui se font beaucoup d'images, donc qui ont appris éventuellement avec certains supports qui existent en France, et qui se font une certaine image du Japon. Moi, et c'est très bien. Je suis pas du tout critique là-dessus. Tout support de motivation est bien parce que c'est la motivation qui compte dans la vie, c'est la motivation qui donne le sens de ce qu'on fait et qui nous amène quelque chose dans la vie. Donc c'est parfait. Mais si j'ai une seule chose à dire aux gens qui s'intéressent aux choses japonaises, c'est apprenez le japonais le plus vite possible et le mieux possible. C'est pas quelque chose qu'on a intérêt à retarder. On n'a jamais intérêt à retarder ça. Et c'est jamais une chose qu'on regrette. Donc, même si on n'a pas l'occasion d'y aller encore, si on pense y aller une fois, apprendre le japonais, j'ai répété 3 fois, et apprendre le japonais sont les 3 choses importantes à faire. C'est mon conseil. François, je voulais vous remercier pour cet entretien. Vous avez pu nous expliquer, nous raconter votre parcours, nous expliquer votre vision du Japon. C'était très éclairant. Et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai hâte d'entendre aussi les prochaines personnes qui s'exprimeront sur ce podcast. Merci à vous. Alors, on peut vous retrouver notamment sur Twitter, différents réseaux sociaux, mais je sais que vous êtes assez actif sur ce réseau social dans lequel on peut suivre vos interventions, vos opinions et vos conseils. Merci. Donc, je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très bientôt sur Kampai. Au revoir. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.